Lorsqu'on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, il faut aussi être conscient des enjeux profonds et déterminants que cela représente. Être conscient de cela, ça veut dire reconnaître et savoir au fond de soi-même que la source, les racines, le noyau, le berceau de la science, de la spiritualité, de l'art et de la connaissance se trouve en Afrique. Ce n'est pas anodin que statiquement parlant, l'Afrique est le continent le plus riche en sous-sol, en sol et en démographie. Pour ne citer que cela. Suivez ce document, on revient tout juste après. Je voulais aborder avec vous une thématique, peut-être un petit peu technique, mais qui est, somme toute, un témoignage d'histoire. C'est-à-dire comment les matériaux intellectuels que nous avons élaborés en Afrique ont été finalement repris par d'autres peuples et ont servi les intérêts de grandes civilisations sans que ces civilisations, je dirais les descendants de ces civilisations, aient fait état de leur emprunt. La dimension mathématique de nos ancêtres améliorée sur le hiératique et le démotique, donc sur les papyrus, comment ça a servi d'inspiration donc aux Grecs et aux Romains. Voilà que dans ce hors-série, vous voyez, Jean-François Dortier, qui est donc auteur donc, de l'article, dit que la raison n'est pas une invention grecque. Alors on se dit, tiens, on a l'impression qu'on a fait un pas en avant, on a un peu brisé certaines barrières de l'eurocentrisme parce que on voit prendre à l'horizon un peu d'objectivité. Et qu'est-ce qu'il dit? En effet, dit-il, pendant longtemps, on a décrit l'histoire de la pensée grecque comme le passage du mythe à la raison. Auparavant, les hommes auraient vécu sous l'emprise des dieux, des mythes et des croyances magiques. Puis, soudainement, avec la naissance de la philosophie et des sciences, les hommes auraient accédé à la pensée rationnelle. Mais, dit-il, ce beau récit n'est plus admis aujourd'hui. Bernard Vitrac du CNRS le rejoint et dit que la thèse selon laquelle les cultures qui ont précédé la Grèce n'étaient pas rationnelles n'est plus recevable. Alors la question c'est pourquoi? Parce que les grandes civilisations babyloniennes ou égyptiennes, voyez-vous, antérieures à la civilisation grecque, ont développé un important corpus de connaissances en médecine, en astronomie, en mathématiques et en botanique, et ces savoirs n'étaient ni des croyances, ni de simples savoirs empiriques. Donc là on se dit, tiens, voilà que il semblerait que l'objectivité soit enfin parvenue à toucher quelques neurones du cerveau de certains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi quand j'étais gamin, vous étiez dans certains milieux, les gens sortaient des noms latins, des expressions latines, des choses extraordinaires, pour faire croire que waouh, ils étaient montés au-dessus des nuages. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient simplement à la maison, puisque je dirais tout cela se rapproche beaucoup du Kikongo et du Chiluba, puisque c'était des peuples bantous qui vivaient là, et donc parlaient latin, et vous demandez à n'importe quel locuteur en Kikongo qui est professeur de latin, il vous dira que quand il enseigne le latin, il parle Kikongo. Et ça c'est encore un truc qui tue les Occidentaux, parce qu'ils ont fait un grand tour de manège, et ils sont retournés, déjà en tout cas sur le plan intellectuel, ils sont retournés en Afrique. En fait, ils n'y sont jamais sortis. Et que tout ce savoir qu'ils ont reçu depuis la base, c'est un savoir africain. C'est ça les enjeux, vous voyez? Maintenant, chose particulière, c'est que le professeur Van den Brick, qui avait fait des fouilles, vous voyez, en 1992, avait montré qu'au fil du temps, que l'Égypte avait des voisins, puisque l'Égypte a été là avant et les peuples sont arrivés après, on avait développé en fait deux types d'écriture. Une écriture dite sacrée, donc les caractères divins, les Medunetcher, mais une écriture dite profane. Et c'est cette écriture profane qui est très étrange quant au fond, parce qu'on retrouve les caractères qui vont être exportés par les scribes égyptiens hors de l'Égypte.
Voyez? Et quand il met signe sans prospérité, c'était surprenant parce que on voit le A, on voit le V, on voit le Y, on voit le H, on voit le X, on voit beaucoup de caractères, en tout cas de traits, de tracés qu'on utilise encore aujourd'hui et qui ont inspiré beaucoup de locuteurs donc à travers le monde. Maintenant, il faut savoir qu'au départ, effectivement, c'était un hiéroglyphe très imagé avec le bœuf et ça a fini par quelque chose de totalement désincarné avec la lettre. Voyez? Mais nos ancêtres ont été à l'origine de tout le processus d'évolution de cette écriture depuis le bœuf jusqu'à la fin, la lettre A. Vous allez prendre le temps de regarder ça. Mais le problème, c'est qu'il y a une chose qu'on ne dit pas aux enfants, c'est que lorsque la navigation a commencé, on ne pouvait pas mettre un four dans un bateau. Parce que quand vous faites des tablettes d'argile, il faut un four pour faire sécher la tablette. Mais dans un bateau, ça devient risqué. Et c'est là que la méthode du papier, le support souple d'écriture africain, a pris le dessus jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité écrit sur une feuille de papier. Et le papier, c'est quoi? C'est quoi techniquement l'invention africaine? Le support souple d'écriture. Vous voyez? C'est-à-dire quelque chose que je peux enrouler dans ma main, je le déplie, je peux rajouter une information, je peux l'enrouler dans ma main. Ça, cette technicité-là, vous voyez, c'est un apport extraordinaire du monde noir à l'humanité, qui n'a jamais été dépassé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est extraordinaire quand je suis dans les écoles, les enfants, une feuille de papier dans la main, je dis aux enfants, vous avez dans la main une des plus grandes inventions africaines, un apport inestimable à l'humanité. Les enfants ont la feuille de papier dans la main, ils me disent quoi, monsieur? Mon poignet, ma montre, mon machin. Et la feuille de papier dans la main. Vous voyez l'affaire? Moi, j'avais vu le responsable de Sciences et Vie qui avait fait un dossier sur l'invention de l'écriture en Mésopotamie, le cunéiforme. Vous voyez? Et il avait dans la main une feuille de papier. Je lui dis, mais passez-moi votre tablette. Et il cherche, il dit, mais tablette, vous voyez, à l'époque, il n'y avait même pas encore les tablettes tactiles. C'est pour vous dire que ça remonte à longtemps. Et je lui dis, passez-moi la feuille de papier. Il me dit, ah oui, la feuille de papier. Je dis, vous voyez, vous faites un numéro en disant que les tablettes d'argile de Mésopotamie sont plus anciennes et ont eu plus d'intérêt que l'invention africaine. Et quand je vous demande de me donner votre tablette, vous ne savez même pas de quoi je parle. Vous savez quelle a été la réponse du monsieur? Ma femme est réunionnaise. Je ne vois pas le lien entre ça et ma femme est réunionnaise. Bon, toujours est-il que vous voyez, en passant par le monde cananéen et le monde phénicien, cette écriture va se retrouver donc en Grèce par l'intermédiaire des Pélages, en Italie par l'intermédiaire des Étrusques, et c'est de là que ce latin qui descend de cette filière africaine va engendrer les lettres qui vont permettre d'écrire le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose qui est, somme toute, assez extraordinaire. Les caractères que vous avez là n'ont pas été inventés par le monde occidental. Vous voyez l'affaire? Et naturellement, c'est là où ça devient assez particulier quand on remonte le fil de l'histoire. Parce que de toute façon, nous rentrons à la maison, peu importe la direction, peu importe le sujet, comme tout vient de cette civilisation mère des civilisations qu'est l'Égypte ancienne, on se retrouve toujours à la maison. Maintenant, si vous prenez la direction au niveau de l'Orient avec l'amharique, vous voyez, on va se retrouver avec le nabatéen qui va engendrer l'arabique. Vous voyez, donc là, c'est à partir du moment où on va faire les cursives, l'hébreu moderne et même les scripts indiens. Vous voyez, puisque tout ça, ça fait partie de la même famille, donc à la base. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment cette invention africaine qui a été diffusée partout à travers le monde. Les signes graphiques que nos ancêtres ont mis au point, je vous dis, pour moi, ça, c'est un génie extraordinaire. Là, les ancêtres ont frappé fort. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont frappé très fort. Ils ont frappé très fort parce que, vous savez pourquoi les inventions africaines sont restées des inventions encore valables et utilisées encore aujourd'hui, et qui n'ont jamais été dépassées? Eh bien, je vais vous dire pour quelle raison. L'Africain a étudié d'abord comment a été conçu l'être humain dans sa dimension matière et antimatière. Il a étudié comment la main gauche dialogue avec la main droite.
L'oreille gauche dialogue avec l'oreille droite. C'est-à-dire, il a étudié beaucoup de choses. Il parle d'oreille mâle, d'oreille femelle, de toute une série de choses, vous voyez, qu'on découvre à un certain niveau dans l'univers même de la médecine initiatique. Et voilà qu'il comprend que le cerveau a deux hémisphères. Un hémisphère qui va dialoguer avec les images, les couleurs et les sons, et un autre hémisphère qui va dialoguer avec les concepts abstraits. Et je le dis parce que lorsque la France a commencé à prendre conscience qu'elle était très mal placée dans les classements internationaux d'apprentissage, le ministre a dit à la télévision une chose qui est au-delà du réel. Il a dit le problème que nous avons, c'est que nous avons élaboré notre pédagogie sans tenir compte du fonctionnement du cerveau des enfants. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire on est en train de gaver des oies, mais on n'est pas en train de faire l'objectif qui était celui des anciens, avoir des individus épanouis. Et chose particulière, c'est qu'on le voit sur certains murs de temple, notamment à Karnak, on voit les représentations mathématiques, et vous savez que ce que vous voyez là, c'est ce qui est dans l'ordinateur d'aujourd'hui. Hein. Il faut le savoir, c'est ce qu'on va aussi vous démontrer dans le cadre du colloque. Dans l'ordinateur d'aujourd'hui, vous avez ça exact. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est très simple. Chaque fois que vous ouvrez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau d'un Africain. Ça, il faut... Non, mais ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur provient du cerveau de l'Africain. C'est intéressant de voir comment les textes, qui étaient autrefois en caractères hiéroglyphiques monumentaux, sont aujourd'hui sur le papyrus écrits. Il faut savoir que n'importe quel témoin de Jéhovah, enfin, accidenté de la route de Jésus-Christ, quand il arrive chez vous et qu'il vous présente un document le plus ancien, c'est toujours sur papyrus trouvé en Égypte. Hein. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire c'est toujours un manuscrit trouvé en faisant des fouilles en Égypte, écrit sur papyrus. Vous comprenez ce que ça veut dire par là? Mais on ne vous dit pas quoi, parce que l'écriture en Égypte ancienne s'appelait Medou Netcher. Medou Netcher, ça veut dire les paroles, Medou Netcher de Dieu. Les paroles de Dieu. Et ce qui veut dire que les textes qu'on fait passer pour chrétiens existaient déjà. Donc, si on prend les valeurs hiératiques, on a quelque chose encore de très étrange qu'avait soulevé Jean-François Champollion, c'est qu'on a un hiératique et un démotique, les chiffres qu'on utilise aujourd'hui dans leur système de notification. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Mais là, regardez, démotique et hiératique, ordonnal, c'est-à-dire que vous êtes en Afrique. Donc, vous voyez que ces chiffres-là, dans leur notification, apparaissent en Afrique à une époque où le monde occidental n'existe pas. Vous voyez l'affaire? Et le monde arabe aussi. Hein. Et le monde juif. C'est-à-dire ces mondes-là n'existent pas, ne sont pas constitués en tant que vraiment civilisation, que vous avez ceux qui vont utiliser par la suite et qui vont venir nous apprendre comme étant des choses venant d'eux. Vous voyez, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de revenir sur ces choses-là et de montrer à quel point les savoirs de l'Afrique sont considérés tellement comme des choses tellement puissantes que celui qui l'a reçu manque d'honnêteté pour pouvoir restituer la vérité. Et il cherche à travestir cette vérité. Et la seule solution, comme disait le professeur Diop, c'était de nous armer de science jusqu'au bout et de remonter la documentation jusqu'à la source pour débusquer tout simplement la vérité. Voilà, je vous remercie mes très chers, c'est gentil. Nous avons sans doute tous entendu parler de ce savant zimbabwéen. Il s'appelle Maxwell Chikumbutsu, est né en 1980 au Zimbabwe. Il quitte l'école à 14 ans et il devient ingénieur autodidacte. Il commence par créer une télévision sans connexion électrique qui se branche directement sur Internet. Aujourd'hui, il a construit d'autres prototypes d'appareils électriques sans batterie et sans recharge. Sa demande de brevet lui a été refusée parce qu'il révolutionne le monde de la physique. Son procédé et ses inventions captent les ondes électromagnétiques dans l'air et les convertissent en électricité. Il a donc dépassé Nikola Tesla et à mon avis, Elon Musk va pas tenir debout, hein, non. Bref, ce que nous avons là, c'est la preuve que la source de la connaissance se trouve en Afrique et que les premières inventions sont toujours africaines et que c'est par la suite que le monde occidental les exploite. Mais la source reste toujours africaine. Suivez ce document et on revient tout juste après. Pourquoi tous ceux qui ont entrepris le désir de changer le destin de leur peuple sont d'abord venus en Afrique? Parce que quand vous regardez les Lycurgues, les Platons,
tous ces législateurs, y compris de l'Asie, pourquoi ce besoin d'abord de venir en Afrique? Même quand on prend les mythes religieux, la Bible et compagnie, le Coran, on vient en Afrique d'abord. Pourquoi ça? Parce que l'Afrique, c'est le dépôt à munitions de la connaissance. Voyez-vous? Et surtout, ce que les ancêtres ont fait dans la vallée du Nil. Et pour faire cette révolution, il faut un apport de connaissances nouvelles. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le fait de voir différemment son patrimoine culturel. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple l'Afrique, il y a quelque chose de très étrange. On ne peut pas comparer la pensée africaine aux autres formes de pensée. Pourquoi ça pour ça? Parce que on vous dit par exemple qu'il y a des nombres décimaux et il y a des nombres binaires. C'est-à-dire qu'il y a un univers pour l'un, un univers pour deux. L'Afrique a fusionné le décimal et le binaire. Voilà pourquoi quand il a fallu faire la révolution informatique, c'est sur le continent africain qu'on a trouvé le code binaire informatique. Quand on commence à regarder, toutes les cultures africaines fonctionnent en binaire. Le tambour fonctionne en binaire. Les arts divinatoires fonctionnent en binaire. Les danses fonctionnent en binaire. Donc ça veut dire que si l'Afrique prenait conscience de la dimension scientifique de sa culture, on aurait notre propre ordinateur avec notre propre code binaire. Parce que des codes binaires informatiques en Afrique, il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très étrange. Vous savez, on parle d'art sacré. Vous avez dans une confrérie initiatique, on va vous faire un objet d'art. Donc on va vous faire un masque, on va vous faire une statuette. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'à l'intérieur de la statuette, vous avez du minerai stratégique, vous avez de l'or. La chose, c'est pourquoi? Parce que l'or permet la conductibilité de l'énergie. C'est ce qui fait que quand vous avez une télévision, quand vous avez un téléphone portable, il y a une carte mère où vous avez tous les filaments avec de l'or qui permettent à l'énergie de circuler dans la plaquette. Mais vous voyez que s'il y avait pris en considération le fonctionnement à la fois théologique, théosophique, mais technologique de l'art sacré, nous serions en train de faire des plaquettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons l'or. Vous imaginez, on a l'or, donc on pourrait faire ces fameuses cartes mères, mais parce qu'on n'a pas fait le lien avec notre passé, on ne voit pas que nos ancêtres avaient déjà découvert le fonctionnement de la carte mère dans un objet d'art sacré. Donc la chose, c'est que sommes-nous capables aujourd'hui de décoloniser le regard pour regarder la production matérielle et immatérielle africaine avec sa dimension réelle? Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu. Vous voyez? Tandis que la géothermie part du principe que la Terre a un magma et le magma il est partout. Donc chaque pays peut disposer dans son unité de production d'énergie sans embêter le voisin. En plus, savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort à même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent voler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité. Nous avons été assujettis à des matériaux coloniaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Vous savez, on construit avec du ciment. Le ciment a la silice. La silice est utilisée en métallurgie. Du coup, quand vous avez une construction en ciment, vous avez une chaleur de fait. Mais si on fait la technique ancienne, la brique de terre, qu'on améliore avec les technologies d'aujourd'hui, la brique de terre a un coefficient de transformation de l'énergie. C'est-à-dire, il fait chaud à l'extérieur, il fera frais dans la maison. Nous avons été au Soudan, on a visité des hôtels construits en brique de terre. Il n'y a pas de climatiseur. On a traversé le fleuve, Nil, on va en face, on est en pays arabe. Il y a des climatiseurs partout parce qu'ils ont construit avec le ciment et les parpaings. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique doit développer son engineering sur des solutions qui fera d'elle demain, je dis demain, c'est-à-dire dans 4-5 ans, un leader mondial. Je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre.
J'arrive à Mayotte et je demande aux enfants des lycées, collèges, puisque c'est l'éducation nationale qui m'a invité pour passer dans les écoles, si je vous offre un billet gratuitement pour aller en Afrique, dans quel pays africain vous souhaitez aller? La réponse? Aucun enfant ne veut aller sur le continent. Je dis d'accord. Je commence à leur raconter l'histoire du continent, les inventions, les découvertes, les grandes civilisations, ce que les étrangers ont dit sur l'Afrique, les défis technologiques que nous avons relevés, les solutions africaines qui sont encore valables aujourd'hui. Parce que la pierre gravée de Blombos, qui remonte à 100 000 ans, c'est de la triangulation. Est-ce que vous savez que le GPS d'aujourd'hui fonctionne avec la triangulation de la pierre de Blombos? C'est-à-dire que la modernité africaine, elle est valable 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. C'est du jamais vu. C'est jamais arrivé dans une civilisation qu'un modèle reste, je dirais, immuable. Que vous soyez à un niveau de technologie primaire ou à un niveau de technologie avancée, c'est toujours la solution africaine qui est valable. Il n'y a pas d'autre solution que la solution africaine. Je repose la question aux enfants. Dans quel pays voulez-vous aller? Tout le monde veut voyager. Donc je me suis dit, tu vois, il y a une chose quand même qui est assez importante. Il y a la technique du verre à moitié vide et à moitié plein. Quand on présente l'Afrique, même aux jeunes générations africaines sur le continent, on leur présente l'Afrique selon la technique du verre à moitié vide. Donc le jeune, il me dit quoi? J'ai envie de quitter l'Afrique. Mais moi, j'étais au Mali. Je discute avec un jeune. Je lui dis, mon cher ami, je vois que tu es ici, dans ton pays, tu es dans la capitale, Bamako, et je te sens un peu tristouné. Il me dit, moi, je pense que si j'étais à New York, j'aurais réussi ma vie mieux qu'ici. Je dis, ok, d'accord. Viens, on va dans un arbre. On va prendre 2 graines. On va planter une graine à Bamako. On prend l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une graine qui ne va pas donner un arbre? Il me dit, oui, en fait, les 2 graines vont donner un arbre. Donc je lui dis, tu sais quoi? Regarde ta nature. Et ta nature t'enseigne ce que c'est que la vie. La graine, elle commence par faire des racines. Et une fois qu'elle a fait des racines puissantes, elle sort du sol. Et elle s'élève. Elle ne va pas regarder si je suis à Bamako ou si je suis à Los Angeles. Elle sait que sa destinée, c'est l'élévation. Ensuite, porter des fruits pour servir aux intérêts des jeunes générations. Fais simplement comme l'arbre et tu verras la puissance que tu vas acquérir parce que le sol de Bamako va te permettre de pouvoir à ton élévation. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. C'est d'expliquer que la nature s'est développée partout. Elle a relevé les challenges partout. Parce que ce n'est pas simplement l'Afrique. Je vais vous expliquer le problème de fond. Il y a un déficit de ce que c'est qu'être africain. Vous comprenez l'affaire? Et c'est quoi le problème? La volonté de puissance. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque vous avez une arme à la main que vous faites la volonté de puissance. Ça se passe ici. Il y a 2 colonnes vertébrales. Il y a une colonne vertébrale du corps qui vous tient debout. Mais il y a une colonne vertébrale du mental. Et c'est cette colonne vertébrale qui a été affectée par le colonialisme. Maintenant, il faut la rebâtir vertèbre après vertèbre et inventer des solutions nouvelles reposant sur nos patrimoines ancestraux. D'où ma question tout à l'heure, comment s'en sortir? La solution, elle est très simple. Il faut réexaminer nos éléments du passé et en perçant les mystères. Et pour cela, il faut aussi se faire aider des connaissances dans les confréries initiatiques. Regardez le Mbok. Avez-vous pris le temps de regarder la dimension scientifique des savoirs du Mbok? C'est-à-dire que quand vous regardez un documentaire à la télévision sur le Big Bang, mais vous pouvez aller voir le Mbok, mais dans la confrérie du Mbok, ils en savent plus sur le Big Bang que ce que l'émission à la télévision a dit. Mais on fait comme si les Africains ne se sont jamais intéressés à la cosmologie, à l'apparition de l'univers. Mais moi, je regarde les textes. Je me rends bien compte que l'Africain en connaît plus. Après, on vous dit, oui, mais il n'avait pas de lunettes télescopiques. Comment il fait pour savoir ça? Mais le problème, c'est que qui vous a dit que pour connaître les mystères de l'univers, il fallait le télescope? L'Africain a dit le microcosme est l'égal du macrocosme et le macrocosme repose sur le microcosme. Donc, c'est-à-dire qu'on peut étudier le macrocosme à partir du microcosme puisque les lois sont les mêmes. Sauf que l'Occident cloisonne le microcosme et le macrocosme. Donc, pour eux, c'est 2 sciences différentes. Pour l'Afrique, c'est la même science. C'est important de poser la question de la nouvelle pensée africaine. D'accord? Cette nouvelle pensée africaine, elle existe déjà. Mais il faut véritablement la suractiver. Ça veut dire quoi? Lorsque vous mettez une graine en terre, elle commence d'abord par faire des racines. Parce que c'est ça qui fait qu'elle prend de la puissance dans la terre. Parce que vous savez, chez nous, on a des cocotiers.
Moi, je reste admiratif du cocotier. Vous savez pourquoi? Quand arrive un cyclone, le cyclone arrive avec des vents de 240 km/h. Vous avez un cocotier qui est sur la plage et qui regarde le vent, qui lui dit, tu sais quoi? J'ai des racines, mon gars, et je t'attends. Et vous retournez à la fin, vous voyez le cocotier toujours debout. Vous commencez à comprendre, mais c'est quoi le problème du cocotier? Le cocotier a des racines, c'est comme des doigts. Mais quand il a mis ses racines dans le sol, il attend des vents de 240 km. C'est ça l'enjeu. Les racines, ça te permet de relever n'importe quel défi en ayant la certitude que tu vas rester debout. C'est pour ça que c'est important d'avoir des racines, mais il faut des racines puissantes, il faut des racines longues. Par exemple, quand on parle de l'hominidé, l'homme moderne sapiens, qui remonte à 350 000 ans, mais est-ce que vous savez qu'en 300 000, il inventait déjà des sciences, des choses qu'on ne comprend pas? Si vous prenez par exemple la technologie de la pierre chauffée, ça apparaît à Pinnacle Point en Afrique du Sud en 200 000. En 200 000, l'homme africain connaît maîtriser des températures, mettre des pierres pour faciliter la taille de la pierre. C'est-à-dire qu'il commence par de la technologie avancée. Quand il fait la pierre gravée, mais c'est impressionnant, l'Africain invente l'écriture, il dit « moi je veux capturer le son ». Les autres font des pictogrammes, lui il décide de capturer le son. Et il arrive à capturer le son. Qui fait que quand on apprend l'égyptien ancien, on lit avec le son que faisait notre ancêtre il y a 8000 ans. Mais il faut comprendre que, tu te dis mais à un moment, mais c'est quoi être africain? Être africain, c'est trouver une solution à laquelle personne n'y a pensé. C'est ça être africain. Et donc c'est ça qu'il faut arriver non seulement à démontrer, et c'est ce que je démontre. Vous voyez, aujourd'hui, plus personne ne peut venir discuter que ce que je dis, je ne l'ai pas démontré. Lorsque j'ai dit que nous avons inventé le château fort, avec toute la technologie du château fort, l'homme occidental n'a pas rajouté même un élément dans le château fort. Tout existait déjà. J'ai fait la démonstration, les gens ont vu. Ils ont dit au Motunde, on ne te croyait pas, maintenant on te croit. Maintenant, l'enjeu de tout cela, c'est quoi? Ce n'est pas de se dire, se glorifier de notre passé. L'enjeu, c'est que nous avons terminé un cycle à l'époque de l'Égypte. Nous avons ouvert un deuxième cycle à l'époque de l'Afrique impériale. Et arrivé un troisième cycle avec le problème colonial et esclavagiste. Maintenant, nous sommes dans un nouveau cycle. Ce nouveau cycle commence très judicieusement. Pourquoi? Nous avons quitté l'ère des poissons, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire que les énergies ne sont plus les mêmes. Moi, j'avais dit, ça fait 5 ans que je dis que ce que la France a fait en Afrique, elle ne pourra plus le faire. On me dit pourquoi? Parce que l'ère du Verseau, ce n'est pas les énergies de l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'était une énergie très basse, donc qui permettait aux bas instincts humains de se métastaser sur le territoire terrestre. Mais l'ère du Verseau, tout a changé. Le territoire terrestre a augmenté de fréquence, le soleil a augmenté de fréquence. On vous parle souvent de vent solaire qui perturbe même les réceptions radio et télévision. Donc ça veut dire quoi? Ce vent solaire dont on vous parle, ça veut dire que la fréquence du soleil est montée, c'est métastasé, elle est beaucoup plus forte. Donc quand elle irradie la Terre, elle fait encore monter la fréquence de la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le bas astral qui animait la Terre à l'époque de l'ère des poissons, où on est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes, et finalement on s'est retrouvé contraint, là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta propre tradition, alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous, il pleut chez nous. Non? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple, et le peuple se retrouve sans eau, c'est-à-dire tu ne peux pas boire, tu peux pas manger, tu ne peux pas faire d'agriculture, tu ne peux pas élever d'animaux, tu ne peux rien faire en fait. Comment tu fais pour t'asseoir, pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain. Ça abrutit l'Africain au point que l'Africain, il se met... Moi, je vous dis, pour vous expliquer la situation. Non, mais je vous explique la situation pour que vous repreniez. L'Africain a tellement perdu son esprit critique dans la colonisation qu'un truc qui est totalement aberrant, il le fait quand même. Donc, tu es obligé de remonter la manivelle de l'intelligence pour lui dire, mais mon gars, quand même, fixe-toi des limites. Bon, maintenant, vous avez des gens qui débarquent qui vous disent, Dieu est bon. Dieu est bon, hein? Ah oui, Dieu est bon, Jésus est bon. Ah, tout le monde est bon, d'accord, ok. Dans ton sous-sol, il t'a mis du coltan? Non. Il t'a mis de l'uranium? Non. Il t'a mis du pétrole? Ah bon, il est bon et tu as rien? C'est bizarre ça, un Dieu est bon avec un sous-sol vide, mais nous, notre Dieu il est bon, on va l'appeler Atum, on va l'appeler Marie-Jeanne Ankila, on va l'appeler, mais quand on descend dans notre sous-sol, il l'a rempli. C'est-à-dire il y a du diamant, il y a du coltan, il y a du manganèse, il y a tout ça. C'est ça un Dieu, non? Un Dieu, c'est un Dieu qui te donne un territoire où il pleut, à boire et à manger, des animaux. On a toutes sortes d'animaux en Afrique. On a des fleuves, on a de l'eau douce,
on a de l'eau salée, on a toutes sortes de choses. Là, tu vois que Dieu est venu ici. Mais chez les gens, tu vois que Dieu est venu quelque part. Tu veux me dire qu'un prêtre blanc quitte sa leucodermie pour venir nous raconter que Dieu est bon? Tu lui dis, tu as du coltan, il n'en a pas. Tu as du pétrole, il n'en a pas. Tu as du manganèse, il n'en a pas. Tu as du thorium, il n'en a pas. Mais qu'est-ce que tu as? Ah ben, j'ai rien. Et qu'est-ce qu'on voit au début des versos? Qu'est-ce qu'on voit? Que les Blancs, c'est une confrérie de peuples à sous-sol vide. Je tiens quand même à rappeler que le mot faire du commerce, c'est une invention de l'Égypte antique. Ça existe en égyptien ancien. Vendre, acheter, fixer le prix, la TVA, tout ça, ça existe. J'ai écrit un bouquin là-dessus pour montrer aux gens que tous les termes économiques, la monnaie, le premier étalon monétaire de l'Afrique s'appelait le chati. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça bien. En Afrique, nos souverains ont considéré qu'il y avait beaucoup trop d'or. Donc on ne pouvait pas donner à l'or la préséance de la monnaie. On l'a donné à l'argent. Donc c'est pour ça que le chati d'argent, c'est la monnaie la plus forte, qui fait 7,6 grammes. Après, vous avez le chati d'or et après, vous avez le chati de cuivre. D'accord? Voilà comment on a inventé le système monétaire. Aujourd'hui, vous prenez les monnaies européennes. Vous avez une monnaie sertie d'argent, qui est la plus forte. C'est 1 euro, 2 euros. Après, vous avez une monnaie qui est à la couleur de l'or et après, vous avez une monnaie qui est à la couleur du cuivre. Comment un occidental peut venir vous dire qu'il a inventé la monnaie? Il n'a pas d'argent dans son sous-sol, il n'a pas d'or dans son sous-sol, il n'a pas de cuivre dans son sous-sol, donc il n'a rien dans son sous-sol, il invente la monnaie. Quand même. La donne, elle a changé. La donne, elle a changé parce qu'on a changé d'air. Et je leur demande une chose, il faut changer. Il faut devenir un homme nouveau, il faut devenir une femme nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir nous sourit, l'avenir sourit au continent africain. Je vais vous dire une chose, beaucoup de choses se passent en ce moment parce que la dynamique énergétique, elle a changé. Et l'Occident est en train de prendre conscience de ses faiblesses. Vous voyez ce que je dis par là? Donc moi, ce que je dis aux gens, le monde est en train de changer devant vos yeux. Ça fait 5 ans que je le dis. Aujourd'hui, les gens ne vont pas me dire qu'ils ne me croient pas. Ils voient bien ce changement. Mais il faut que le changement soit aussi à l'intérieur du cœur de l'Africain. Il faut changer le cœur. Ça veut dire quoi, changer le cœur? L'Africain, c'est celui qui croit que l'Afrique a un avenir. L'Africain, c'est celui qui pense sérieusement que sa participation, elle est précieuse au redressement du continent africain. Et l'Africain, c'est celui qui sait que toute l'humanité, ce ne sont que nos enfants turbulents. Et un jour, il faudra remettre de l'ordre dans la famille. Pourquoi nous parlons de revenir à la source? De revenir à l'authenticité et à l'originalité. Tout simplement parce que l'Afrique, c'est les racines. Et que les autres peuples sont venus après comme des branches ou les feuilles d'un arbre. Donc, pour bien comprendre le contexte dans lequel nous disons, par exemple, que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, il faut retourner aux origines. Et en parlant des origines, il faut s'armer de connaissances purement ancestrales à notre disposition depuis la nuit des temps. Et aussi le considérer comme ce qui fait l'essence de l'identité culturelle et traditionnelle de notre peuple. Suivez cet élément, on revient juste après. Nous sommes déplacés de notre centre. Et il faut véritablement revenir au centre. Pourquoi? Si vous n'êtes pas au centre, vous êtes en périphérie. À partir du moment où vous êtes en périphérie, c'est-à-dire que vous exécutez des ordres qui sont donnés par un autre que vous. Ce n'est pas le but du jeu. Vous savez, quand on parle de renaissance africaine, vous savez que c'est surtout le professeur Cheikh Anta Diop qui a vraiment mis l'accent sur cette chose-là. Au niveau des humanités classiques africaines, est-ce que vous savez, par exemple, qu'on a un retard énorme au niveau de l'enseignement de l'égyptien ancien? Et pourtant, cet égyptien ancien, c'est la maman de toutes les langues africaines. Et dans l'égyptien ancien, c'est là que vous trouvez les premiers textes de sciences, les premiers textes relatifs aux beaux-arts, c'est-à-dire que nos références classiques se trouvent dans la civilisation égypto-nubienne. Maintenant, tout ce que nous avons accompli par la suite dans les grands empires à l'époque impériale nous permet non seulement de mieux comprendre ce qui a été fait par le passé, mais de rajouter des données nouvelles et des perceptions nouvelles, c'est-à-dire cette créativité africaine qui a enrichi donc ce qu'elle avait reçu depuis l'Égypte antique, puisque c'est vrai que nous étions avant le long de la vallée du Nil et beaucoup de peuples et de civilisations sont rentrés du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais la connaissance, elle est toujours restée. Maintenant, cette connaissance, vous allez me dire, oui, mais elle est où? Elle est dans les confréries initiatiques. Quand vous regardez les textes, je l'ai montré d'ailleurs lors de mon intervention au Cerf d'Otola, vous regardez un texte d'une confrérie initiatique, prenons le Mvet avec Eyo.
mais c'est de la cosmologie, c'est de l'astrophysique. J'ai montré un documentaire scientifique. Le scientifique redit exactement ce que le texte du MVET avait déjà dit. Et on pourrait prendre beaucoup de textes. J'ai montré le texte des Bambara, on peut prendre le texte des Mbok. Vous vous rendez compte que l'Afrique en connaît plus dans les domaines scientifiques que n'importe quel spécialiste occidental dans le même domaine. Savez-vous, par exemple, on parle beaucoup de Newton, mais savez-vous que Newton avait dit qu'il n'avait fait ni plus ni moins ce que l'Afrique avait fait déjà avant lui? Et on vous parle de Newton, mais ils se sont beaucoup inspirés comme Einstein. Einstein s'est inspiré donc, de ce qui a été fait et des documents qui étaient exposés à la bibliothèque d'Alexandrie, parce que tous les documents n'ont pas pour autant disparu, comme on le dit. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, il faut célébrer le génie africain. Voyez-vous, célébrer le génie africain, c'est de comprendre que nous sortons dans un contexte où l'histoire a été falsifiée, pour faire en sorte simplement que nous puissions être de simples exécutants. Sauf que nous avons des responsabilités vis-à-vis des jeunes générations. Donc, il faut changer la mire et faire en sorte que, encore un autre exemple, lorsque nous parlons de l'écriture, on vous dit oui, l'Afrique a inventé l'écriture. Excusez-moi, l'Afrique a inventé un système qui permet de graver sur un support le son de la langue parlée. Ce ne sont pas les pictogrammes de Mésopotamie. Ça veut dire qu'il y a dans la pensée africaine la recherche de la modernité d'emblée. Prenons la pierre gravée de Blombos. Cette fameuse pierre gravée, Blombos c'est l'Afrique du Sud et nous sommes en 100 000 de l'ère ancienne africaine. Savez-vous que la triangulation, c'est ce qui nous a permis de faire le GPS? C'est-à-dire tous les progrès du GPS que nous avons, vous prenez la triangulation de Blombos, vous prenez la triangulation du GPS, vous avez exactement la même forme géométrique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'Afrique invente, son modèle n'est jamais dépassé. C'est-à-dire même 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans après, c'est toujours le modèle africain qui reste valable. Donc la question que nous nous posons dans le monde scientifique, c'est quel est en fait le vrai Africain? Est-ce que c'est celui qu'on nous présente avec sa petite histoire coloniale, ou est-ce que finalement, il ne devrait pas aller chercher à l'intérieur de lui-même la connaissance de ses pères et de ses mères qui ont permis à l'Afrique d'être à la tête de toutes les innovations technologiques de l'histoire de l'humanité? Un autre petit exemple. On vous dit que l'Afrique a inventé l'écriture. Excusez-moi, l'Afrique a inventé le support souple d'écriture. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même le support souple d'écriture que nous utilisons? La feuille de papier vient de papyrus. Donc vous voyez qu'encore une technologie qui n'est toujours pas dépassée. Donc la chose, c'est qu'il y a bien un mode d'accès à la modernité dans une sphère de pensée africaine qui fait que ce n'est comparable à aucune autre forme de pensée. Mais ça, les chercheurs occidentaux vous le disent. La chose, c'est comment arriver à faire en sorte que nous en soyons conscients. Je pense qu'il faut revenir au niveau du système d'éducation et de transmission des connaissances. Parce qu'il y a un petit hiatus à ce niveau-là. Ce qu'on enseigne aux enfants, c'est déjà dépassé. La chose, c'est qu'il faut moderniser les matériaux de manière à faire en sorte que nous puissions voir cette technologie. Je prends par exemple, je suis au Cameroun. J'ai montré par exemple, quand vous prenez le Ndop, les tissus babéliques avec ces... Tout ça, c'est des mathématiques. J'ai montré comment on peut enseigner les mathématiques aux enfants à partir des formes de tissus. La notion de symétrie. Mais la symétrie peut se faire. Il y a même une équation mathématique que vous donnez à un enfant et il vous donne en sortie le tissu africain. Alors qu'il n'a eu qu'une équation mathématique, il est capable de vous donner le tissu africain à la fin. Comment ça se fait que nos enfants voient dans le tissu africain que des dessins, que de la couleur, alors que d'autres y voient de la science? Parce que l'ordinateur quantique de demain sera fait à partir du tissu africain. Sommes-nous vraiment conscients de tout cela? Voilà, j'espère que vous avez aimé ce numéro d'Urgence Bantou. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et likez, abonnez-vous, partagez massivement. Et n'oubliez pas une chose, ne doutez jamais de vos racines. Tumoko ya tumoko